Mettre fin à une relation toxique, c'est comme arracher une épine profondément enfoncée. Ça ne fait pas mal quand elle s'insère, ça fait mal quand tu décides de la retirer. Parce que tant qu'elle reste là, tu t'y habitues. À la douleur, à l'inconfort, à vivre limité. Et c'est là le véritable problème, non pas la blessure en elle-même, mais le lien invisible que tu as créé avec celui qui t'a fait du mal. Tu n'es pas ici pour adoucir ce qui s'est passé. Tu es ici parce que tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui ne supporte plus de justifier l'injustifiable. Parce que tu pressens que être émotionnellement intelligent ne signifie pas continuer à endurer. Cela signifie apprendre à lâcher prise, à identifier la manipulation même si elle est déguisée en affection, à dire « assez » sans que ta voix tremble. Ce n'est pas un message pour les personnes qui cherchent la vengeance. C'est pour ceux qui sont prêts à arrêter de se trahir eux-mêmes. Pour ceux qui ont compris que la clôture ne se supplie pas, elle se construit de l'intérieur. Que pardonner n'est pas permettre le retour, que le silence n'est pas toujours soumission, et que ta paix mentale n'est pas un terrain d'accès libre pour celui qui a déjà franchi toutes les limites. Trop souvent, tu as attendu que l'autre te donne des explications, te dise pourquoi il a fait ce qu'il a fait, te clôture l'histoire. Mais la vérité est simple et dure. Celui qui t'a blessé consciemment ne mérite pas d'écrire la fin de ton histoire. Cette fin t'appartient. Elle est à toi. Et elle commence le jour où tu décides que tu ne vas plus t'oublier pour essayer de sauver celui qui n'a pas voulu rester. Reste, parce que cette vidéo est un appel au réveil. Non pas à partir de la rancœur, mais à partir de la clarté, du respect de soi, de cette partie de toi qui ne cherche plus à être entendue, mais à s'écouter elle-même. Ici, nous ne te donnerons pas d'excuses, nous te donnerons de la force, parce que jamais plus signifie jamais plus. Et cette fois, tu vas le dire pour de vrai. 1. Tu n'as pas besoin de sa clôture pour écrire ta fin. Une porte peut rester entrouverte pendant des années, rouillant avec le temps, laissant entrer de l'air froid, des souvenirs qui font mal et des mots qui n'ont jamais été prononcés. Mais cette porte ne se ferme pas toute seule, et ce n'est pas non plus l'autre qui doit le faire, parce que celui qui apprécie vraiment ce qu'ils ont construit ne la laisse pas ainsi. Si aujourd'hui cette histoire reste ouverte, c'est parce que toi, dans un coin de ta conscience, tu continues d'espérer qu'ils reviennent. Non pas pour rester, mais pour te donner la clôture que tu peux te donner toi-même. Te rends-tu compte de l'erreur? Tu lui as donné le pouvoir de te blesser, et ensuite aussi le pouvoir de te guérir, comme si c'était sa responsabilité de te ramasser du sol, comme si la même personne qui t'a trahi était maintenant chargée de te consoler. Ce n'est pas de l'amour, ni de la sagesse, ni de la logique émotionnelle, c'est de la dépendance, c'est un piège qui répète « Quand il m'expliquera, je pourrai continuer ». Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas besoin de ces mots pour avancer, tu as besoin de ta décision. Beaucoup se perdent là, ils sont paralysés, ils restent émotionnellement bloqués parce que quelqu'un les a laissés sans explication. Mais je te le dis clairement, si quelqu'un a choisi de te blesser consciemment, s'il t'a manipulé, s'il t'a trahi, s'il savait parfaitement ce qu'il faisait et qu'il l'a fait quand même, quelle sorte d'explication attends-tu? Une qui rachète son acte? Une qui te fait comprendre et donc te libérer? La libération ne vient pas de comprendre l'autre, mais de se comprendre soi-même. De reconnaître que c'était assez, que ce que tu as vécu t'a suffi pour savoir qu'il n'y a rien de plus à chercher. Accepter cela n'est pas de la froideur, c'est de la maturité émotionnelle. C'est arrêter d'attendre que l'autre ferme un cycle que seul toi peux clôturer. Parce que le mal qu'on t'a fait ne sera pas effacé par des excuses, ni le vide ne sera comblé par une conversation en suspens. La véritable clôture n'est pas un événement, c'est une décision que tu prends seul, en silence, le jour où tu comprends que tu ne mérites pas de rester bloqué dans l'attente. Et oui, l'âme fait mal quand on ne lui donne pas la fin qu'elle espérait. Mais ça fait plus mal de continuer à attendre de quelqu'un qui a clairement montré qu'il ne se souciait pas du tout de la fin. Alors, vas-tu rester là, assis, regardant une porte rouillée, espérant qu'elle se referme avec tendresse? Ou vas-tu te lever, faire un pas et la fermer toi-même, une fois pour toutes? Tu n'as pas besoin qu'il comprenne, qu'il accepte, qu'il le regrette.
Parce que tu ne cherches pas la justice, tu cherches la paix. Et la paix ne dépend pas de l'autre, elle dépend de toi. Que tu aies le courage de dire « cette histoire est terminée », même s'il reste encore des pages blanches. Que tu comprennes que la clôture n'est pas quand l'autre revient pour s'expliquer. C'est quand tu décides de ne plus ouvrir la porte. Alors, écris-le toi-même. Mets-y un point final toi-même. Non pas par fierté, mais par respect de soi. Parce que ce chapitre ne te représente plus. Parce que ta vie ne peut pas dépendre de celui qui a décidé de te lâcher. Et parce qu'attendre que quelqu'un te ferme l'histoire, c'est la façon la plus lente de continuer à souffrir. 2. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton calme. Tu ne laisses pas la porte de ta maison ouverte pour que n'importe qui entre. Tu ne permets pas aux inconnus de fouiller tes tiroirs, d'utiliser tes affaires ou de salir tes murs. Alors pourquoi laisses-tu ta paix émotionnelle ouverte comme si c'était une gare de passage? Il y a des gens qui ne cherchent pas à rester, juste à faire irruption. Qui n'apporte pas le calme, mais le chaos? Mais comme ils n'arrivent pas en criant, mais déguisés en affection, tu baisses la garde. Tu leur donnes accès, confiance, espace, et quand tu t'en rends compte, ton monde intérieur ne t'appartient plus. Ils sont entrés, ont tout dérangé, et tu doutes encore s'y mettre des limites et de l'égoïsme. Tu confonds accessibilité avec amabilité, et cela te coûte cher, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que les portes fermées, qui ne réagissent que lorsqu'on leur interdit le passage, qui ne respectent ni les signaux, ni les fragilités, ni le silence que tu chéris comme refuge. Et le plus grave, c'est que parfois, ce ne sont pas des étrangers. Parfois, ce sont des personnes que tu as aimées, des personnes à qui tu as dit « elles ne me feraient jamais de mal ». Et elles t'ont fait du mal. Pas une fois, mais plusieurs. Parce que toi, au nom de la compréhension, tu as laissé l'entrée ouverte. La paix n'est pas quelque chose qui t'arrive quand tout autour de toi est parfait. C'est une décision que tu construis quand tu choisis fermement quelles voix tu laisses entrer dans ta tête et lesquelles tu n'autorises pas. Qui a accès à tes émotions, à ton temps, à tes pensées. Et surtout c'est qui ne le mérite plus, même s'il le supplie, même s'il essaie de revenir, même s'il te dit qu'il a changé. Parce qu'une personne peut changer, oui, mais cela ne signifie pas que tu dois lui permettre de nouveau de franchir là où elle a déjà détruit quelque chose en toi. Une personne émotionnellement intelligente ne devient pas inaccessible, elle devient sélective. Elle ne cesse pas de ressentir, elle cesse de donner son énergie à celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas en prendre soin. Elle cesse de répondre à chaque provocation. Elle cesse d'ouvrir la porte simplement parce que quelqu'un insiste. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Parce que tu as compris que ta paix intérieure est sacrée, pas publique. Elle ne se partage pas avec n'importe qui, elle ne se négocie pas. Elle ne se justifie pas, elle se protège. On t'a appris que mettre des limites, c'est être dur, que dire non, c'est être fermé, que s'éloigner, c'est de l'égoïsme. Mais personne ne t'a expliqué combien il coûte de laisser ta paix ouverte à n'importe qui. L'anxiété, l'insomnie, les doutes constants, la culpabilité injustifiée, la peur de perdre quelqu'un qui est déjà en train de te quitter. Et quand tu décides enfin de te protéger, les discours habituels reviennent, tu deviens froid, tu as changé, tu n'es plus le même. Bien sûr que tu n'es plus le même, parce que tu as enfin compris que ton bien-être n'est pas une faveur que tu fais, c'est une priorité que tu choisis. Alors, réponds-toi avec honnêteté. Combien de personnes as-tu laissé entrer par peur de paraître cruel? Combien de fois as-tu ouvert la porte à nouveau, sachant qu'ils allaient détruire quelque chose de plus? Et combien de fois es-tu resté à ramasser ce qu'ils ont brisé, justifiant le chaos comme s'il faisait partie de l'amour? Ta paix n'est pas un décor, c'est une fondation. Si elle s'effondre, tout tombe. Alors arrête de te comporter comme si n'importe qui pouvait y passer. Plus d'entrée sans filtre, plus d'accès libre. L'amour que tu mérites commence par le respect que tu te donnes. Et personne n'a le droit d'envahir cela, même s'il vient avec des promesses, des excuses ou des larmes qui ne signifient plus rien. Celui qui a eu ta paix et ne l'a pas valorisée,
ne mérite pas de la fouler à nouveau. C'est aussi clair, aussi ferme, aussi nécessaire. 3. Ta bonté n'est pas une permission pour qu'ils te détruisent. Certains ne cherchent pas la lumière pour éclairer leur chemin, ils la cherchent pour se cacher derrière. Ils s'approchent de ta noblesse non pas pour la valoriser, mais pour l'utiliser comme bouclier de leurs propres ombres. Et quand ils trouvent en toi quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui écoute, qui comprend, qui pardonne, tous ne le remercient pas. Certains l'exploitent, ils l'utilisent, ils l'étirent jusqu'à ce qu'il se brise. Et quand il se brise, ils agissent surpris, comme s'ils n'étaient pas ceux qui, à chaque geste subtil, ont testé jusqu'où ils pouvaient aller sans conséquence. C'est le prix que beaucoup paient pour avoir un cœur pur dans un monde plein d'intérêts. Tu commences à vouloir comprendre et tu finis par justifier ce qui n'a pas de justification. Tu te dis qu'il traverse simplement une mauvaise passe, qu'il ne l'a peut-être pas fait intentionnellement, que nous faisons tous des erreurs. Et oui, nous en faisons tous. Mais il y a des erreurs qui sont des accidents et d'autres qui sont des choix. Quand quelqu'un te blesse en étant pleinement conscient de ce qu'il fait, tu n'es pas face à une négligence, tu es face à un mépris. Être bon ne signifie pas accepter tout. Cela ne signifie pas regarder ailleurs pendant qu'il se moque de tes limites. L'intelligence émotionnelle n'est pas dans la tolérance de l'intolérable, mais dans le fait de savoir quand ta compassion ne guérit plus, mais t'épuise. Parce que lorsque ton énergie est dépensée à sauver encore et encore celui qui te tire vers le bas, tu n'es pas fort, tu es manipulé. Tu as trop souvent confondu maturité et silence, et cela t'a coûté cher. Cela t'a amené à rester dans des endroits qui te vident, à te taire quand tu aurais dû parler, à pardonner quand tu aurais dû lâcher prise. Parce que tu croyais que ton devoir était de prouver que tu n'étais pas comme eux, que tu étais différent, que tu avais un cœur. Mais prouver ta noblesse ne devrait pas impliquer ta destruction. Être bon n'est pas synonyme d'être faible. Être bon est un choix conscient qui nécessite du courage. Et ce courage implique aussi de s'éloigner. Cela implique aussi de dire « jusqu'ici ». Cela implique aussi que même si tu as la capacité de pardonner, tu n'as pas toujours le devoir de le faire. Et encore moins si l'autre ne montre pas la moindre intention de changer. Il ne s'agit pas d'être rancunier, il s'agit d'être juste envers toi-même. Tu n'es pas ici pour supporter, tu es ici pour grandir. Et pour cela, tu as besoin de t'entourer de personnes qui reconnaissent ta lumière sans essayer de l'éteindre, qui respectent ton temps, ton énergie, ton effort, qui ne voient pas dans ta bonté une porte ouverte à l'abus émotionnel, mais un espace sûr qui vaut la peine d'être préservé. Arrête de baisser la tête pour éviter des conflits que toi seul essaies de résoudre. Tu n'es pas difficile parce que tu poses des limites. Tu n'es pas cruel en t'éloignant. Tu n'es pas insensible parce que tu es fatigué de pardonner. Tu es humain. Et toi aussi, tu as le droit d'être soigné, protégé, respecté. N'oublie pas, quand quelqu'un ne comprend pas ta bonté, quand il la déforme, quand il essaie de l'utiliser à son avantage pour te manipuler, souviens-toi de ceci. Ton âme n'est pas à vendre. Ta compassion n'est pas un outil pour les autres, et ton cœur n'est pas un tapis sur lequel ceux qui ne savent pas aimer essuient leurs pieds. À partir de maintenant, qu'ils le sachent bien, ta bonté a de la valeur, pas un prix, et celui qui ne le comprend pas ne mérite pas d'être proche. 4. Pardonner n'est pas revenir, c'est se libérer sans regarder en arrière. Revenir n'est pas toujours un signe d'amour, parfois c'est juste un autre cycle d'auto-tromperie. Parce que pardonner n'implique pas de revivre ce qui t'a déjà brisé, ni de faire semblant que ça n'a pas fait mal. Cela ne signifie pas non plus donner une autre chance à celui qui a déjà gaspillé la précédente. Pardonner, dans sa forme la plus élevée, ne concerne pas l'autre. Il s'agit de toi. De ton besoin de guérir sans rester ancré dans la haine, de couper le fil émotionnel sans rester attaché à une histoire qui n'a plus rien à t'offrir. Trop souvent, le pardon est confondu avec la réconciliation comme s'ils étaient synonymes. Mais ils ne le sont pas. Tu peux pardonner profondément à quelqu'un et, en même temps, décider qu'il ne revienne plus jamais dans ta vie.
tu peux libérer tout le ressentiment accumulé sans avoir à rouvrir cette porte. Parce qu'il y a des portes qui, aussi belles qu'elles aient été au début, ne mènent plus nulle part sain. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle. Non pas pour justifier ce qu'ils ont fait, mais pour empêcher que ce qu'ils ont fait continue d'avoir du pouvoir sur toi. La rancune te lie à celui qui t'a blessé, mais le pardon bien compris te libère. Il ne l'absout pas, il n'efface pas ce qui s'est passé, mais il laisse clair que tu ne vas plus porter une histoire que tu n'as pas écrite seule. Parfois, au nom du pardon, tu reviens, tu donnes une autre chance. Tu essaies de comprendre, de parler, de réparer. Mais tu le fais depuis un lieu de besoin, pas de clarté. Et c'est le danger, parce que celui qui a déjà vu que tu es prêt à franchir la ligne une fois, essaiera de le faire encore une fois. Tous ne le font pas avec de mauvaises intentions, mais s'ils n'ont pas changé à la racine, le cycle se répète. Et tu es à nouveau blessé. Non pas à cause d'eux, à cause de toi. Il y a un moment clé dans le processus émotionnel où tu comprends que tu n'as pas besoin que l'autre reconnaisse ce qu'il a fait pour arrêter de souffrir. Tu n'as pas besoin qu'il le comprenne, ni qu'il se repente, ni qu'il souffre. Tu as juste besoin d'accepter que tu ne vas pas laisser le passé continuer à gouverner ton présent. Le pardon n'est pas un événement public, c'est un acte intime. C'est une coupure invisible qui sépare ce qui a été de ce que tu choisis d'être à partir de maintenant. Lâcher prise avec dignité est aussi de l'amour, pas envers l'autre mais envers toi. Parce que pardonner n'est pas dire « ce que tu m'as fait est bien », mais « je ne vais plus le porter ». C'est enlever le poids émotionnel à cette histoire, non pas pour la minimiser, mais pour qu'elle ne te freine plus, pour qu'elle ne te consume plus, pour qu'elle ne soit plus le filtre à travers lequel tu regardes l'amour, la confiance ou l'avenir. Il y aura ceux qui diront que tu es dur, que tu devrais donner une autre chance, que l'amour peut tout. Mais la vérité est que l'amour n'est pas synonyme de cécité. Aimer, c'est aussi reconnaître quand quelque chose n'est plus bon pour toi. Et pardonner ne te rend pas plus faible, ça te rend plus conscient. Parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie à attendre que l'autre comprenne ce qu'il a fait, tu choisis de comprendre que tu n'as plus besoin de plus de dommages pour apprendre. Alors oui, pardonne. Mais pardonne pour fermer. Pardonne pour dormir en paix, pas pour revivre la guerre. Pardonne pour nettoyer ton intérieur, pas pour justifier l'injustifiable. Le pardon authentique n'ouvre pas de porte, il les ferme sans bruit, sans haine, sans besoin d'explication. Seulement avec la certitude que ce qui suit t'appartient entièrement. Et cela n'inclut plus celui qui a choisi de te briser une fois. Et cette décision silencieuse mais ferme est une façon puissante d'écrire ta liberté. 5. Ce qui t'a brisé ne mérite pas de te toucher à nouveau. Retourner à ce qui t'a brisé, c'est comme construire ta nouvelle maison sur des décombres non nettoyés. Tu peux décorer les murs, mettre de la musique douce, faire semblant que tout est calme, mais sous le sol restent les ruines, les restes de l'effondrement que tu as déjà vécu. Faire semblant que rien ne s'est passé ne fait que retarder l'inévitable, que tôt ou tard, tout s'effondre à nouveau. Et tu n'es plus là pour balayer à nouveau avec tes mains ce que quelqu'un d'autre a jeté au sol sans penser à toi. Il ne s'agit pas de rancune, il s'agit de mémoire. L'intelligence émotionnelle ne se teste pas quand tout va bien, mais quand revient ce qui t'a une fois détruit déguisé en changement. Il ne suffit pas que quelqu'un dise « j'ai changé » si tu portes encore les cicatrices de ce qu'il a fait. Parce que tout le monde qui revient n'a pas de bonnes intentions. Certains veulent juste voir si tu es toujours disponible, si tu souffres encore assez pour leur ouvrir à nouveau la porte. Et toi, vas-tu permettre à ce qui est déjà parti de s'installer à nouveau en toi comme si de rien n'était? Vas-tu transformer ton intérieur en un lieu de passage pour celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas rester sans briser? Cette douleur qui t'a une fois brisé a été une leçon coûteuse. Elle a fait si mal parce qu'elle venait de l'intérieur,
parce que tu l'as permis, parce que tu l'as aimé, parce que tu as fait confiance. Mais c'est précisément pour cela qu'il ne mérite pas une autre chance. Parce que quand quelque chose se brise de l'intérieur, l'impact n'est pas visible, mais il se ressent. Et tu n'as pas à t'exposer à nouveau à ce même poignard juste parce que celui qui le tenait dit maintenant qu'il l'a lâché. Parfois, le plus courageux n'est pas de lâcher prise, c'est de ne pas ramasser à nouveau. C'est de rester ferme quand revient ce que tu as tant attendu dans le passé, mais que tu sais maintenant qu'il n'a plus sa place. C'est de se rappeler que la croissance fait mal, mais que le recul fait plus mal. Que le silence de celui qui s'en va n'est pas pire que le bruit de celui qui reste et continue à faire mal. Que tout ce qui ressemble à une seconde chance n'est pas un miracle. Parfois, c'est juste la même histoire avec un autre ton de voix. Et non, tu n'es pas cruel en fermant l'accès. Tu es sage, parce que ton âme ne peut plus être un terrain disponible pour ce qu'il a une fois brisé. Parce que grandir, c'est aussi comprendre que certaines portes ne se ferment pas avec haine, mais avec respect de soi. Que se protéger n'est pas un acte de froideur, c'est un acte de clarté. Et que si quelque chose t'a détruit une fois, il ne mérite pas de revenir avec la promesse de ne pas le refaire. Quand quelqu'un te dit qu'il a changé, écoute, mais ne donne pas, ne cède pas, n'oublie pas ce qu'il t'a coûté de respirer à nouveau tranquillement. Parce que parfois, l'erreur n'est pas de pardonner. L'erreur est d'oublier ce que tu as pardonné et de permettre à celui qui n'a jamais appris à rester sans détruire de revenir. Alors décide avec fermeté. Si tu as déjà nettoyé ton espace intérieur, ne le contamine pas avec ce qui l'a fait s'effondrer une fois. Peu importe combien de mots doux ils utilisent. Ce qui a brisé ton âme ne mérite pas une deuxième résidence, parce que maintenant ta vie n'est plus un refuge pour le mal. C'est un temple, et tout le monde n'entre pas. 6. Le silence que tu choisis est plus sage que 1000 explications. Une graine ne crie pas lorsqu'elle grandit, mais cela ne signifie pas qu'elle ne se transforme pas en quelque chose de plus fort. Ton processus est également vu de l'extérieur, silencieux, ferme, serein, mais profond, car le véritable changement n'a pas besoin d'être annoncé. Et lorsque tu décides de garder le silence face à ceux qui t'ont blessé, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est une déclaration silencieuse que tu n'es plus disposé à gaspiller ton énergie à prouver ce que tu sais déjà, que tu vaux plus que toute tentative de manipulation, que ton temps n'est plus au service du drame des autres et que tes réponses sont maintenant réservées à ceux qui savent les écouter. Tout le monde ne mérite pas une explication. Tout le monde ne mérite pas ta voix. Certains ne l'ont pas comprise lorsque tu criais avec ton âme, lorsque tu suppliais pour de la compréhension, lorsque tu as donné des opportunités et n'as reçu que de la confusion. Alors maintenant, tu choisis le silence, mais pas comme une punition, comme une évolution, car tu as appris que t'expliquer encore et encore face à quelqu'un qui ne veut pas comprendre, c'est t'épuiser inutilement. Et cela aussi est une façon de te perdre. Le silence n'est pas vide, c'est de la clarté. C'est une frontière invisible qui marque où se termine le besoin de te justifier et où commence le respect de soi. Parfois, il vaut mieux fermer la bouche que de continuer à ouvrir des blessures. Car il y a des personnes qui utilisent tes mots pour les retourner, les tordre, les utiliser comme des armes. Et après, tu te reproches ce que tu as dit, ce que tu as tu, pour ne pas l'avoir dit mieux. Mais le problème n'a jamais été ton message, c'était le destinataire. Décider de ne pas répondre n'est pas une reddition. C'est avoir compris que répondre ne sert plus à rien. Que celui qui veut manipuler ne cherche jamais à comprendre. Il cherche seulement plus d'espace pour continuer à déformer. Et tu n'es plus là pour ça. Tu as déjà passé par l'étape de justifier ta douleur, d'expliquer ton absence, d'adoucir ta décision. Maintenant, tu es à une nouvelle étape où le silence est ton filtre. S'ils ne savent pas le lire, ils ne sont pas prêts pour toi. Tu as appris que celui qui veut vraiment te comprendre le fait même lorsque tu ne parles pas. Que celui qui apprécie ta présence n'a pas besoin que tu cries pour remarquer ta distance.
car le langage du respect n'a pas besoin de traduction. Et quand quelqu'un l'ignore, ton silence devient la limite la plus claire que tu peux poser. Choisir de se taire ne signifie pas se réprimer. Cela signifie que tu priorises ta paix sur une conversation qui ne changera rien. Car tu as compris que parfois, parler ne fait qu'ouvrir plus de blessures. Et qu'au fond, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Et cela ne se réalise pas en parlant sans arrêt. Cela se réalise en respirant, en acceptant, en lâchant prise, sans cri, sans explication qui épuise. Ton silence n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. C'est l'écho de tout ce que tu as vécu et que tu n'as plus besoin de répéter. C'est la façon la plus puissante de montrer que le cycle est fermé, que tu ne cherches plus à être compris par celui qui n'a pas su te comprendre quand cela comptait. Que tu n'as plus besoin de justifier ce que tu as décidé de faire pour te protéger. Alors, laisse le silence faire son travail. Qu'il dise pour toi ce que tes mots ne veulent plus répéter. Qu'il devienne une barrière, un refuge, un bouclier. Car maintenant tu sais que parfois, l'acte le plus sage n'est pas de parler plus fort, mais de cesser de parler là où il n'y a plus d'écoute. Et dans ce silence, tu trouveras quelque chose que les 1000 explications ne t'ont jamais donné. La paix. 7. L'espoir ne justifie pas de retourner à l'endroit où tu t'es perdu. Parfois, la carte la plus dangereuse n'est pas celle qui n'a pas de chemin, mais celle qui te mène directement au même abîme déguisé en promesse. Parce que l'espoir, lorsqu'il n'est pas bien dirigé, peut être une boussole cassée. Il te fait tourner en rond, revenir là où tu as déjà souffert, insister sur celui qui a déjà prouvé qu'il ne va pas changer. Non pas parce que tu es naïf, mais parce que tu crois encore que le bien que tu as vu une fois peut revenir. Mais la vérité est celle-ci. Tout ce que tu désires ne mérite pas une deuxième recherche. Surtout si, pour revenir, tu dois te trahir à nouveau. Ne te trompe pas. L'espoir n'est pas un ennemi. Il est nécessaire. C'est ce qui te soulève, ce qui te pousse, ce qui te fait continuer. Mais il peut aussi devenir dangereux lorsque tu l'utilises pour justifier des décisions que tu sais déjà qu'elles sont contre toi. Quand tu insistes sur une histoire qui est déjà écrite. Quand tu te convaincs que les choses seront différentes simplement parce que tu le veux, pas parce qu'il y a de vraies raisons d'y croire. Combien de fois es-tu retourné au même endroit simplement parce que tu avais foi en ce que cette fois serait différente? Combien de fois as-tu fait taire ton intuition pour donner une nouvelle chance à celui qui t'a déjà déçu plus d'une fois? Et chaque fois, tu t'es promis que c'était la dernière, que cette fois, il allait changer. Mais il n'a pas changé, parce que ton désir ne suffisait pas, parce que le désir ne remplace pas la volonté de celui qui ne veut pas s'améliorer, ni la conscience de celui qui ne reconnaît pas ce qu'il a brisé. Ton espoir ne peut pas être plus grand que ta dignité. Si pour rester, tu as besoin de faire taire ta douleur, de justifier le mal, de minimiser ce que tu as vécu, alors ce n'est pas de l'espoir, c'est du déni. Et ce déni devient une forme subtile d'auto-abandon. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de vouloir que quelque chose fonctionne, il s'agit de vérifier à quel prix. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas souhaiter que le monde change pour nous, mais apprendre à voir le monde tel qu'il est. Et accepter ce qui est ne signifie pas te résigner. Cela signifie arrêter d'idéaliser. Cela signifie voir la personne que tu as en face avec clarté, pas avec nostalgie, pas avec la version que tu voudrais qu'elle soit, mais avec celle qu'elle est vraiment. Quand une relation t'a fait perdre ta paix, ton énergie, ton identité, revenir par espoir et marcher vers le même puits, les yeux bandés. Tu crois que tout ira mieux, mais quelque chose en toi le sait déjà. Cet endroit t'a déjà brisé une fois. Et si tu y retournes, il est très probable qu'il le fasse à nouveau. Alors arrête-toi, respire, regarde bien. Demande-toi si cet espoir qui te pousse est vraiment le tien ou si c'est un besoin mal canalisé de ne pas accepter la fin. Ne confonds pas la foi avec l'attachement. Ne confonds pas l'endurance avec l'aveuglement. Le courage n'est pas toujours dans l'insistance. Parfois, il est dans le fait de savoir s'arrêter à temps.
Comprendre que tout ce qui est parti ne doit pas revenir, qu'il y a des endroits qui t'ont tellement marqué que revenir n'est pas guérir, c'est rouvrir la même blessure. Tu décides quoi faire avec ce que tu rêves. Mais si ton espoir te ramène à la même douleur, ce n'est pas de la lumière, c'est un piège. Apprends à le diriger, à l'utiliser pour construire, pas pour répéter. Parce que le chemin vers une vie plus épanouissante ne se trouve pas là où tu t'es perdu une fois. Il se trouve quand tu arrêtes de revenir. 8. Ne t'oublie plus jamais pour sauver quelqu'un qui n'a pas voulu rester. Te perdre toi-même est le prix le plus élevé que tu peux payer pour quelqu'un. Et pourtant, beaucoup le font. Tu te tais sur ce que tu ressens. Tu supportes ce que tu ne mérites pas. Tu justifies ce qui n'a plus de sens. Tout cela pour essayer de sauver ce qui, au fond, tu sais déjà perdu. Tu t'oublies pour soutenir quelqu'un qui a déjà lâché prise depuis longtemps. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Mais pas le leur, le tien, celui que tu commets envers toi-même chaque fois que tu restes là où tu n'es plus vu, valorisé ni respecté. Une relation saine ne t'exige jamais de disparaître pour la maintenir en vie. Si tu dois cesser d'être toi pour que l'autre se sente bien, alors tu n'es plus dans une relation, tu es dans une reddition constante. Et le plus cruel, c'est que souvent, cette personne pour qui tu t'es vidé ne l'a même pas demandé. Elle n'est tout simplement pas restée, elle n'a pas lutté, elle ne t'a pas choisi quand tu en avais le plus besoin. Et toi, tu es resté là, croyant qu'avec plus d'amour, tu pourrais réparer ce qui se brisait clairement tout seul. Mais il est temps d'arrêter de romantiser le sacrifice. Plus de discours justifiant la douleur au nom de l'espoir. Plus d'excuses qui te maintiennent lié à quelqu'un qui n'a pas fait la moitié de ce que tu as fait. Parce que prendre soin de toi, c'est aussi de l'amour. Et c'est le premier que tu dois retrouver quand tout devient chaotique. Ce n'est pas un appel à durcir, mais à se réveiller. Comprendre que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Que tu ne peux plus repousser ton bien-être pour quelqu'un qui n'a pas montré d'intérêt à rester quand cela comptait le plus. Et si une fois tu l'as fait, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui tu es là pour ne plus le refaire. La vidéo que tu viens de voir n'est pas seulement une réflexion, c'est un miroir. Un miroir qui n'adoucit pas ce qui a été vécu, qui ne cache pas ce qui a fait mal, mais qui ne te laisse pas non plus rester dans la blessure. Parce que tu as compris que la clôture ne vient pas de l'autre, c'est toi qui la décides. Que le pardon ne t'oblige pas à rester. Que ta paix n'est pas un lieu de passage. Que le silence peut être ta plus grande défense. Et que ce qui t'a une fois brisé ne mérite ni une nouvelle entrée, ni une seconde chance. Alors ne retourne pas sauver celui qui a choisi de partir. Ne sacrifie pas ta lumière pour éclairer le chemin de quelqu'un qui a marché vers l'obscurité par choix. Ne redeviens pas celui qui donne tout en ne recevant que des miettes émotionnelles. Souviens-toi, celui qui veut vraiment rester ne met pas à l'épreuve ta capacité à supporter, mais ta capacité à être libre, intègre, toi-même. Tu termines ce parcours avec quelque chose que personne ne peut te prendre, la clarté, et avec elle, la responsabilité de ne plus te trahir. Parce que cette fois, ce n'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. Et cette fois, tu choisis de ne te perdre pour personne. Cette fois, tu choisis de rester avec toi. Et ça, c'est la vraie clôture. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Certains n'ont pas besoin de changer, ils ont besoin de s'effondrer. Parce qu'il ne s'agit pas d'améliorer ce que tu es, il s'agit de détruire ce que tu as prétendu être pendant des années. Tout ce personnage construit pour plaire, pour s'intégrer, pour ne pas déranger. Cette version domestiquée de toi, éduquée par la peur, soutenue par la culpabilité et programmée pour obéir.
Ce toi qui sourit pendant qu'il se trahit, qui se tait pendant qu'il pourrit de l'intérieur, qui répète ce que tout le monde attend pendant qu'à l'intérieur, il crie pour quelque chose de réel. Et non, ce n'est pas du développement personnel de foire, ce n'est pas de la motivation sucrée, ni des phrases de tasse de café, c'est une confrontation. Une déclaration de guerre à l'auto-tromperie, aux excuses que tu répètes chaque jour, au confort qui te maintient brisé mais immobile, et à la voix faible avec laquelle tu justifies de ne pas avoir encore commencé. Parce que si tu continues à vivre comme tu le fais maintenant, ce n'est pas parce que tu ne peux pas changer. C'est parce qu'au fond, tu préfères encore être le personnage qui te protège de ta propre vérité. Mais je te le dis clairement, vivre dans la peur est plus épuisant que de l'affronter. Et continuer à chercher la validation est plus humiliant que de la perdre. Ici, il ne s'agit pas de réparer ta vie de l'extérieur. Il s'agit de l'embraser de l'intérieur, de faire la paix avec ton ombre, de transformer tes fissures en chemin, pas en condamnation. Ce processus que tu es sur le point d'écouter n'est pas confortable, mais il est réel. Ce sont 8 leçons stoïciennes pour celui qui en a assez de faire semblant, de courir après tout le monde et de vivre piégé dans des émotions qui dictent chaque pas. Ce ne sont pas des conseils de magazine. Ce sont des principes qui, si tu les appliques, ne te feront pas te sentir mieux. Ils te rendront plus fort. Tu ne sortiras pas indemne de cette vidéo. Mais si tu prêtes attention, tu en sortiras libre. 1. Brise le personnage que tu as créé pour t'intégrer. Sais-tu ce qui est plus effrayant que l'échec? Passer ta vie à jouer un rôle que tu n'as même pas écrit. Tu l'as fait par peur. Peur de ne pas être suffisant, d'être rejeté, d'être pointé du doigt pour être toi-même. Alors tu as commencé à te modeler, tu as parlé différemment, tu as tué ce qui faisait mal, tu as exagéré tes vertus, tu as caché tes blessures et le pire de tout, tu as commencé à croire que ce personnage, c'était toi. Mais tu ne l'es pas, tu ne l'as jamais été. Et si en ce moment tu sens que quelque chose en toi est épuisé, frustré ou vide, c'est parce que le mensonge pèse maintenant plus que la peur originelle qui t'a obligé à le créer. Parce que prétendre est fatigant, prétendre te brise, prétendre te déconnecte. Et quand tu vis à partir de ce déguisement, peu importe combien tu sembles tout contrôler, tu auras toujours l'impression que quelque chose ne va pas. La plupart des gens n'ont pas besoin de trouver leur but. Ils ont besoin d'arrêter de jouer, parce que tant que tu maintiens ce personnage actif, il n'y a pas de vérité qui puisse entrer, pas d'authenticité qui puisse grandir, pas de transformation qui puisse se produire. Et bien sûr, le briser fait mal, parce que ce personnage t'a protégé, il a été ton bouclier, ton masque social, l'excuse parfaite pour ne pas montrer ce que tu ressens vraiment. Mais il a aussi été ta prison. Et si tu ne brises pas cette structure, tu vas mourir en étant une version éditée de toi-même. Maintenant, voici où intervient le stoïcisme. Non pas comme une ancienne philosophie, mais comme un outil extrêmement pratique. Les stoïciens ne parlaient pas de plaire, ils parlaient de vertu. Ils ne te disaient pas de t'intégrer, ils te disaient d'être libre. Et la liberté commence au moment où tu arrêtes de vivre selon ce que les autres attendent et commences à agir selon tes principes, non pas à partir de ce que tu sembles être, mais de ce que tu es. Tu veux briser le personnage? Fais-le vraiment. Observe tes comportements et demande-toi, est-ce que je fais cela parce que j'y crois ou parce qu'on l'attend de moi? Est-ce que je dis cela par conviction ou pour obtenir l'approbation? Chaque fois que la réponse est externe, tu nourris le personnage. Et chaque fois que tu en prends conscience, tu affaiblis son contrôle. Arrête de t'excuser. Arrête de négocier ton authenticité pour l'acceptation. Tu ne construiras rien de puissant à partir du faux. Tôt ou tard, tout ce qui naît du mensonge tombe. Mais ce qui naît de ta vérité, même si cela fait mal au début, même si cela dérange, même si cela te laisse seul pendant un moment, cela reste. Cela te libère. Tu n'as pas besoin de te réinventer. Tu as besoin de te dépouiller, comme un serpent qui change de peau, mais pas d'essence. Tu dois te débarrasser des couches de ce que tu devrais être, de ce qu'on t'a dit que tu étais, de ce que tu pensais devoir être pour survivre.
Parce que oui, ce personnage est né de la peur, mais continuer à le soutenir est ton choix. Et chaque jour où tu le maintiens en vie, tu choisis de rester attaché. Alors brise tout. Mais que ce qui se brise ne soit pas ton essence. Que ce qui se brise soit ce qui ne t'appartient plus. Parce que ce n'est que lorsque tu brises le personnage que commence ta véritable histoire. Et dans cette histoire, il n'y a pas de place pour les masques, seulement pour la force, la présence et la vérité. 2. Libère-toi de l'écho des opinions des autres. Tu vis avec trop de voix dans ta tête qui ne sont pas les tiennes. La voix de celui qui t'a critiqué dans ton enfance, celle du professeur qui t'a sous-estimé, celle de cette personne que tu as aimée et qui t'a fait sentir que tu n'étais jamais assez. La société, ta famille, tes amis, tous ont une opinion sur la façon dont tu devrais être, penser, t'habiller, vivre, parler. Et toi, tu portes chacune de ces voix comme si elles te définissaient, comme si elles étaient des vérités absolues. Mais elles ne le sont pas. Ce ne sont que des échos. Et le danger d'un écho, c'est qu'il se répète encore et encore, jusqu'à ce que tu finisses par croire qu'il t'appartient, jusqu'à ce que tu finisses par construire toute ta vie autour de ce que les autres pensent, attendent ou jugent. Alors, tu ne t'habilles pas comme tu le souhaites. Tu ne parles pas comme tu le ressens. Tu ne rêves pas en grand par peur qu'on te traite de ridicule. Et le pire de tout, tu ne décides pas de ta vie pour toi-même. Tu la décides pour les autres. Et ça, écoute bien, c'est une forme silencieuse d'esclavage. Parce que tant que ton estime de toi dépendra de l'approbation externe, tu seras vulnérable, manipulable, faible. Il suffira d'un commentaire mal intentionné pour te faire douter. Une critique pour détruire ta journée. Une moquerie pour détourner ton chemin. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas compris à temps que le respect le plus important ne se réclame pas. Il se construit de l'intérieur. Le stoïcisme le disait crûment. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux décider combien cela t'affecte. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Cela s'applique aussi aux personnes. Ce n'est pas la critique qui fait mal, c'est l'importance que tu lui donnes. Ce n'est pas la moquerie qui te blesse, c'est l'autorité que tu lui accordes. Au moment où tu donnes du pouvoir à une autre opinion, tu renonces au tien. Libère-toi, mais vraiment, pas à moitié, pas avec de jolies phrases qui sont ensuite contredites par tes actions. Libère-toi de la peur de décevoir, de l'impulsion de t'expliquer tout le temps, du besoin de justifier chaque pas. Personne qui est vraiment concentré sur sa croissance ne va pas par là à donner son avis sur tout le monde. Seul le fait celui qui ne se supporte pas lui-même. Alors, pourquoi lui donner de la valeur? Tu n'as pas besoin d'être compris, tu as besoin d'être fidèle à toi-même, tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as besoin d'être cohérent. Chaque fois que tu te tais par peur de déranger, tu te trahis. Chaque fois que tu décides à partir du qu'en dira-t-on, tu te nies. Et chaque fois que tu crois que tu vaux plus quand les autres t'approuvent, tu perds le contrôle de ta vie. La liberté ne commence pas quand les autres te respectent. Elle commence quand tu ne dépends plus de leur opinion pour vivre en paix. Parce qu'alors quelque chose de brutal se produit. Tu deviens imprévisible, immune, magnétique. Parce que ni les applaudissements ni le rejet ne t'affectent plus. Tu n'as plus besoin de convaincre, de prouver ni de déguiser. Tu es simplement. Et ça, dans un monde où tout le monde joue un rôle, c'est une menace pour ceux qui ne supportent pas de voir quelqu'un de libre. Alors fais-toi cette promesse aujourd'hui. Je ne vivrai plus pour plaire, ni pour éviter le jugement. Je vivrai à partir de ma vérité. Et celui qui comprend, tant mieux. Et celui qui ne comprend pas, tant pis. Parce que ta vie n'est pas à vendre. Et ta paix n'est pas négociable. 3. Rentre chez toi émotionnellement avec toi-même. On t'a appris à tout chercher à l'extérieur. Le bonheur, l'amour, la reconnaissance, la sécurité, la tranquillité. Depuis que tu as de la mémoire, tu as regardé vers le monde en espérant que quelque chose ou quelqu'un te complète. Mais personne ne t'a dit que l'endroit que tu évitais le plus était le seul capable de te donner ce que tu cherches tant, toi.
Et oui, cela peut sembler étrange de dire « rentre chez toi avec toi-même », mais réfléchis un instant. Combien de temps as-tu passé à vivre déconnecté de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin, de ce que tu es vraiment? Tu as été si occupé à survivre, à répondre aux attentes, à réagir à ce qui se passe, que tu as oublié quelque chose de fondamental. Tu n'es pas ici pour jouer un rôle, tu es ici pour t'habiter. Vivre émotionnellement loin de soi-même, c'est comme être dans une maison sans porte. N'importe qui entre. N'importe qui donne son avis, n'importe qui reste. Et toi, tu t'adaptes, tu cèdes des espaces, tu donnes ton énergie à tout ce qui est externe, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide qui devient de plus en plus bruyant. Le stoïcisme n'a jamais dit que tu devais supprimer les émotions. Ce qu'il enseignait, c'était à les gouverner, à les comprendre, à ne pas les laisser te dominer. Parce que lorsque tu ne t'habites pas émotionnellement, tu es l'esclave de ce qui se passe à l'extérieur. Si quelqu'un t'ignore, tu te sens invisible. Si quelqu'un t'approuve, tu te crois précieux. Si quelqu'un te rejette, tu te crois insuffisant. Et ce n'est pas vivre, c'est réagir constamment à des impulsions que tu ne peux pas contrôler. Vivre de l'extérieur est le chemin direct vers l'épuisement. Tu es là, donnant tout, attendant quelque chose en retour, et quand cela n'arrive pas, tu t'effondres. Mais quand tu rentres chez toi, quand tu te choisis en premier, quand tu apprends à t'asseoir avec toi sans avoir peur du silence, tu commences à reprendre le pouvoir. Tu ne réagis plus, tu décides. Tu ne mendies plus l'affection, tu te la donnes. Tu ne poursuis plus la paix, tu l'habites. Et comment fait-on cela? En ayant le courage de regarder à l'intérieur, même si ce que tu trouves ne te plaît pas. Tu n'as pas besoin d'aller bien tout le temps. Tu as besoin d'être présent avec toi-même dans tout ce qui t'arrive. Si tu es triste, tu le reconnais. Si tu es frustré, tu l'acceptes. Tu ne le maquilles pas, tu ne le réprimes pas, tu ne le nies pas. Tu te parles avec vérité. Tu t'accompagnes comme personne ne l'a jamais fait. Et peu à peu, sans t'en rendre compte, tu commences à te reconstruire de l'intérieur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ordre. Parce que si tu ne vas pas bien avec toi-même, tout ce que tu donnes sera instable, même ce que tu donnes avec amour. Tu ne peux pas donner à partir du vide. Tu ne peux pas te connecter avec les autres si tu es déconnecté de toi-même. Tu ne peux pas vivre libre si tu t'abandonnes émotionnellement. Rentrer chez soi, c'est fermer les cycles que tu as laissés ouverts. C'est t'asseoir avec ta douleur sans la déguiser. C'est retrouver ton centre. Et quand tu le fais, ça se voit. Ça se voit dans ta façon de parler, dans le calme que tu transmets, dans la confiance avec laquelle tu marches, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu ne fuis plus, parce que tu es avec toi, et cela suffit. Fais la paix avec ton histoire, avec tes émotions, avec ton passé, non pas pour le justifier, mais pour arrêter de te battre avec toi-même chaque fois que quelque chose te rappelle qui tu étais. Rentre chez toi. Peu importe combien de temps tu as été loin, cet endroit t'attend toujours, et c'est le seul à partir duquel tu pourras construire quelque chose qui soit vraiment à toi. 4. Que ton silence parle plus fort que tes mots. Un volcan n'a pas besoin de rugir pour être craint. Sa seule présence impose le respect. Tu peux être devant lui, en silence complet, et pourtant ressentir sa force contenue, son histoire de feu, sa puissance endormie. C'est ainsi qu'est une personne qui a appris à se dominer. Elle n'a plus besoin de crier pour se faire remarquer, car son silence dit tout. Le vrai silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de maîtrise. C'est lorsque tu sais que tu pourrais écraser avec une seule phrase, mais tu choisis de ne pas le faire. C'est lorsque tu te rends compte que tout dire ne te rend pas plus sage, seulement plus prévisible. Et dans un monde où tout le monde se bat pour donner son avis, corriger, crier ou se défendre, se taire intentionnellement est une révolution. Beaucoup confondent le silence avec la faiblesse. Ils pensent que celui qui ne répond pas ne peut pas, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il a abandonné. Mais celui qui est vraiment calme n'est pas faible. Il est dangereux, parce qu'il n'a plus besoin de s'imposer. Il n'a plus besoin de convaincre.
Il n'a plus besoin de se battre pour ce qu'il a déjà décidé de lâcher. Et cela, dans un monde réactif, est intimidant. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de supprimer ce que tu ressens, mais de décider ce qui mérite ton énergie. Marc Aurèle disait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Mais cela ne peut être fait que par celui qui a cessé de dépendre du conflit pour se sentir vivant. Parce que lorsque ta vie est construite à partir de la réaction, tout te consume. Mais quand elle est construite à partir du centre, rien ne t'entraîne. Le silence sage n'évite pas le conflit. Il le transcende, parce qu'il comprend que toutes les guerres ne méritent pas sa présence, que répondre à celui qui n'écoute pas est donner du pouvoir, que continuer à s'expliquer à celui qui veut seulement avoir raison est un acte inutile, et que parfois, rester silencieux est la façon la plus claire de fermer une porte sans besoin de scandale. Sais-tu quand tu grandis vraiment? Quand tu ne ressens plus l'urgence de t'expliquer tout le temps. Quand tu te rends compte que celui qui veut comprendre le fera sans que tu parles, et celui qui ne veut pas, même en criant, ne changera pas d'avis. Alors, tu choisis le silence, non pour fuir, mais pour préserver ta paix. Et il ne s'agit pas de tout garder jusqu'à ce que tu exploses. Il s'agit de ne répondre que lorsque c'est nécessaire, que chaque mot de toi soit si réfléchi que lorsque tu parles, tout le monde écoute. Parce que ta voix n'est plus du bruit, c'est un message. Et ce que tu ne dis pas se ressentira de la même manière. Parce que ton énergie n'a plus besoin de volume, seulement de direction. Le silence éduque aussi. Il te montre combien tu as guéri, combien tu te contrôles, combien tu comprends. Parce que celui qui réagit à tout n'est pas en contrôle. Il est à la merci de ses émotions. Mais celui qui observe, respire et se tait ne le fait pas par lâcheté. Il le fait parce qu'il choisit de ne pas descendre au même niveau. Que ton silence soit ferme, qu'il ne cache pas la peur, mais la clarté, qu'il ne soit pas une évasion, mais un choix. Parce que lorsque tu maîtrises le silence, tu n'es plus sur la défensive, tu es dans ton centre. Et de là, tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ta présence dit tout. Que chaque fois que tu décides de te taire, tu le fasses avec la certitude que cela, précisément cela, est ce qui transmet le plus de force. 5. Sois tellement réel que cela dérange le monde qui fait semblant. Un miroir propre ne reflète pas seulement ce qui est devant. Il révèle aussi ce que beaucoup ne veulent pas voir. C'est pourquoi certaines personnes préfèrent les vitres embuées. Cela leur permet de déformer leur image, d'éviter la vérité et de maintenir l'illusion que tout va bien. Mais il suffit qu'arrive quelqu'un avec de la clarté, de la présence, de l'authenticité pour que ce miroir se nettoie d'un coup. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Ta vérité, lorsqu'elle est vécue sans filtre, devient ce miroir. Non pas parce que tu critiques, non pas parce que tu corriges, mais simplement parce qu'en étant toi-même, tu montres ce que les autres ont évité de voir en eux-mêmes. L'authenticité, aujourd'hui plus que jamais, est devenue un acte révolutionnaire. Car nous sommes entourés d'apparences soigneusement construites, de mots vides, de sourires faux, de discours qui sonnent bien mais ne tiennent pas dans la pratique. Dans ce théâtre, ton apparition, avec tes convictions claires, ta vérité sans fioriture, ta cohérence dans le regard, est une menace. Parce que si tu oses être réel, tu montres que c'est possible. Et cela dérange ceux qui ont passé des années à soutenir un personnage. Le stoïcisme ne parlait pas de s'adapter au monde, il parlait de rester ferme face à lui. Être réel, du point de vue stoïcien, ne signifie pas dire tout ce que tu penses sans filtre. Cela signifie vivre selon tes valeurs, agir avec intégrité et ne pas te trahir pour plaire. C'est une forme de respect de soi. Une déclaration silencieuse que ta paix vaut plus que l'approbation des autres. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Les personnes authentiques ne sont pas toujours bien accueillies. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas être manipulées. Parce qu'elles ne disent pas ce qu'on attend, mais ce qu'elles ressentent vraiment. Parce qu'elles ne s'adaptent pas à ce qui dérange leur conscience. Parce qu'elles ne sont pas à vendre. Et cela fait mal à celui qui a construit son monde autour de masques et d'apparences. Être réel va faire que certains s'éloignent. Non pas parce que tu es un problème, mais parce que ton existence les confronte.
Et c'est là que tu dois te rappeler ceci. Tu n'es pas venu dans ce monde pour plaire, tu es venu pour être. Et quand tu es sans excuse, sans maquillage émotionnel, sans besoin de t'intégrer, quelque chose en toi se libère. Tu arrêtes de négocier tes principes pour appartenir. Tu arrêtes d'adoucir ta voix par peur de la réaction. Tu arrêtes de regarder autour de toi en cherchant la permission d'agir. Tu commences à vivre de l'intérieur et cela te donne une force qui ne dépend plus de personne. Le prix d'être toi est élevé. Mais le coût de ne pas l'être est encore plus grand. Parce que quand tu fais semblant pour que les autres se sentent à l'aise, tu te mets mal à l'aise. Quand tu mens pour éviter le conflit, tu te déchires de l'intérieur. Quand tu répètes ce que tout le monde dit pour ne pas paraître étrange, tu trahis ce que tu sais être vrai. Et cette trahison, répétée jour après jour, finit par te vider. Alors sois tellement réel que tu déranges, que ta seule présence mette en lumière ce que les autres cachent, non pas par arrogance, mais par cohérence, non pas pour attaquer, mais pour inspirer, non pas pour te démarquer, mais pour exister avec dignité. Parce que dans un monde qui fait semblant, celui qui ose être authentique devient une force qui ne peut être ignorée. Et c'est ta tâche, être vrai, même si cela dérange. Parce que c'est là que commence le véritable changement. 6. Offre depuis l'abondance, non depuis la dette. Un compte bancaire à découvert ne peut pas continuer à prêter de l'argent sans conséquence. Tu peux essayer, oui, mais chaque retrait devient un nouveau trou, un nouveau fardeau, une nouvelle crise. Il en va de même lorsque tu donnes à partir du vide émotionnel. Tu sembles généreux, mais ce que tu fais, c'est te mettre en dette avec toi-même. Et cela, même si tu ne le remarques pas au début, te saigne à blanc de l'intérieur. Beaucoup confondent l'amour avec le sacrifice constant. Ils pensent que donner plus qu'ils n'ont est un acte de noblesse, que se donner sans mesure est une preuve d'engagement, qu'être toujours là pour les autres est synonyme de bonne personne. Mais si tu creuses un peu plus, tu découvres que bien souvent, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de ne pas être accepté si tu ne donnes pas tout. Peur d'être abandonné si tu n'es pas disponible 24 heures sur 24. Peur de perdre l'affection si un jour tu oses fixer des limites. Le stoïcisme enseigne quelque chose de fondamental. Ce que tu fais doit naître de la vertu, non du besoin. Donner par besoin d'approbation n'est pas une vertu, c'est une dépendance. Et toute dépendance crée du ressentiment avec le temps. Parce qu'à la fin, celui qui donne, en espérant recevoir en secret, finit par se sentir frustré lorsqu'il n'est pas remboursé à la même monnaie. Et le pire, c'est que l'autre ne sait souvent même pas qu'il était en dette. Donner depuis l'abondance signifie que ce que tu offres ne vient pas du manque, mais de la plénitude. Que tu n'as pas besoin de mendier de l'attention parce que tu es déjà présent avec toi-même. Que tu ne donnes pas de l'affection comme monnaie d'échange, mais comme expression authentique de ce que tu ressens. Et que si tu donnes, ce n'est pas pour t'assurer d'être aimé, mais parce que tu t'aimes déjà assez pour ne pas te donner par morceaux. Cela change complètement la façon dont tu te relates. Parce que quand tu donnes depuis la dette, tout devient une comptabilité émotionnelle. J'étais là pour toi, maintenant tu devrais être là pour moi. Je t'ai aidé, maintenant c'est ton tour. Et sans t'en rendre compte, tu commences à accumuler des factures impayées dans ta tête, en attendant des paiements qui ne viendront peut-être jamais. Cela brise les relations, use les liens, empoisonne l'affection. Mais quand tu donnes depuis l'abondance, il n'y a pas de dette. Il y a un don pur. Il y a la liberté. Si l'autre répond, tant mieux. Sinon, tant pis. Parce que tu ne donnes pas pour obtenir quelque chose, tu donnes parce que tu as quelque chose de réel à partager. Ton énergie, ta présence, ton temps, tout naît du choix, non de l'obligation. Comment y arriver? D'abord en te remplissant. Tu ne peux pas continuer à exiger de toi-même de donner si tu ne prends pas soin de toi. Tu ne peux pas être le soutien de tous alors que tu es au bord de l'effondrement. Tu dois apprendre à dire non sans culpabilité, à te reposer sans te sentir égoïste, à te prioriser sans craindre d'être mal interprété. Parce que prendre soin de toi ne te rend pas moins généreux. Ça te rend durable. Deuxièmement, observe tes intentions.
Demande-toi avec honnêteté, est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de perdre quelque chose si je ne le fais pas? Cette simple question peut briser des années de schémas d'épuisement émotionnel. Parce que quand tu commences à donner avec conscience, tout change. Ton énergie devient plus claire, ta présence plus ferme et ton amour plus authentique. Donne à partir de ce qui te reste, non de ce qui te manque. Partage parce que tu le sens, non parce que tu te sens obligé. Et si à un moment donné tu sens que tu donnes trop, arrête-toi. Non par égoïsme, mais par respect pour toi. Parce que quand tu es plein, ce que tu donnes n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Et cela transforme, cela laisse une trace. 7. Lâche la corde chaque fois que la rivière change de direction. Parfois, s'accrocher est ce qui te fait couler. Imagine que tu es au milieu d'une rivière, tenant une corde qui t'a autrefois donné de la stabilité. Mais l'eau a changé de cours, et tu continues à la tenir de toutes tes forces, ignorant qu'elle ne te mène plus nulle part. Au lieu de te propulser, elle te tire vers le fond. Lâcher prise n'est pas abandonner. C'est reconnaître que ce qui a fonctionné avant n'a plus de sens aujourd'hui. Et plus vite tu l'accepteras, moins d'énergie tu perdras à résister à l'inévitable. Beaucoup sont pris dans l'idée que persévérer est toujours la bonne chose à faire. Que si tu essaies encore, que si tu tiens un peu plus, que si tu continues à forcer la situation, tout s'arrangera. Mais il y a des moments où lâcher prise est la chose la plus sage, la plus forte, la plus stoïque que tu peux faire. Tout ce qui se brise ne se répare pas. Tout ce qui part ne mérite pas d'être poursuivi. Tout ce qui fait mal n'a pas besoin d'être retenu pour avoir de la valeur. Parfois, ce qui fait mal a simplement fini son cycle. Le stoïcisme enseigne à vivre en accord avec la nature, pas contre elle. Cela implique d'accepter les cycles, les changements, les pertes, les tournants inattendus. Parce que la seule constante dans la vie est que rien ne reste pareil. Tout se transforme. Et s'accrocher à ce qui a déjà changé, c'est comme nager à contre-courant. Tu t'épuises, tu te frustres, et tu finis emporté par la force de ce que tu ne peux pas contrôler. Lâche le besoin d'avoir toujours le contrôle. Lâche les attentes qui n'ont pas été satisfaites. Lâche les personnes qui ne sont plus là, non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce que rester bloqué dans leur absence ne ramènera pas ce qui a été. Lâche la culpabilité pour ce qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. Lâche le plan que tu avais dans la tête et que la vie a complètement dévié. Non pas comme une forme de résignation, mais comme un acte de libération. Lâcher prise, c'est accepter que certaines réponses n'arriveront pas, que certaines personnes ne comprendront pas, que certaines blessures ne se fermeront pas avec une explication, mais avec le temps et la distance. Et c'est bien. Tout n'a pas besoin d'être résolu pour que tu puisses continuer. Parfois, ce dont tu as besoin n'est pas une solution, mais le courage d'avancer sans avoir toutes les pièces du puzzle. Quand tu apprends à lâcher prise avec conscience, ta vie devient plus légère. Non pas parce que tout s'améliore immédiatement, mais parce que tu arrêtes de porter ce que tu ne peux plus changer. Et cela, en soi, c'est la liberté. Parce qu'au lieu de dépenser de l'énergie sur ce qui est parti, tu peux l'utiliser pour ce qui vient. Et c'est là le véritable pouvoir, rediriger ta force vers ce que tu peux construire. Personne ne t'apprend à lâcher prise. On t'apprend à lutter, à insister, à tenir bon. Mais il arrive un moment où la lutte devient une forme d'auto-tromperie. Et si tu ne lâches pas à temps, tu finis par te perdre toi-même en essayant de sauver ce qui n'a plus de sens. Toute fin n'est pas un échec. Parfois, c'est une porte ouverte déguisée. Et si tu as le courage de lâcher prise, la rivière de la vie te mènera exactement là où tu as besoin d'être. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu as enfin osé te laisser porter. Alors lâche la corde. Fais confiance à ta capacité d'adaptation, à ta force pour te reconstruire, à ta sagesse pour savoir quand continuer et quand lâcher prise. Parce que celui qui apprend à lâcher prise ne perd pas, il se libère. Et dans cette liberté commence tout ce qui est nouveau. 8. Transforme tes chutes en partie du chemin, pas en ta condamnation.
Un arbre ne cesse pas de grandir parce qu'une branche se casse. Il s'adapte, cicatrise et continue de s'élever. En fait, beaucoup d'arbres tordus ou blessés par les tempêtes sont ceux qui développent le plus de racines profondes. Non pas par chance, mais par nécessité. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Les chutes ne sont pas des interruptions du chemin, elles font partie du processus qui te transforme. Mais si tu décides de les voir comme une condamnation, comme une punition, comme un signe que tu ne vaux rien, alors tu t'arrêtes. Non pas parce que le chemin se termine, mais parce que tu décides toi-même de ne pas continuer. La plupart des gens ne sont pas en échec parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils échouent parce qu'ils ne savent pas comment se relever après un coup. Parce qu'ils pensent que s'ils sont tombés, c'est qu'ils ne valent rien. Parce que s'ils ont fait une erreur, ils sont déjà marqués. Mais c'est faux. Tomber ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais ensuite. Et si ta réaction immédiate est de te noyer dans la culpabilité, la honte ou l'auto-abandon, alors la chute t'enterre au lieu de t'enseigner. Le stoïcisme a été clair à ce sujet. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés. Il s'agit de les utiliser. Marc Aurèle l'a dit sans détour. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une stratégie de vie. La chute ne te sort pas du jeu, elle te montre une nouvelle façon de jouer. Ce n'est pas la fin, c'est l'ajustement. Mais pour transformer la chute en leçon, tu dois briser la mentalité qu'on t'a enseignée. Celle qui te dit que se tromper est échouer, que trébucher est reculer, que si tu souffres, tu fais quelque chose de mal. Non. Parfois, la souffrance fait partie du réveil. Parfois, la chute est la seule chose qui peut détruire le faux personnage que tu as construit pour survivre. Et si tu ne tombes pas, tu ne vois pas. Et si tu ne vois pas, tu ne changes pas. Bien sûr que ça fait mal, et bien sûr que ça fait peur, mais personne ne grandit en ligne droite. Personne n'apprend sans se briser. Personne ne devient fort sans avoir ressenti le fond. L'important est que tu ne deviennes pas ta chute, que tu ne restes pas à vivre dedans, à répéter l'histoire de l'erreur comme si c'était ton seul chapitre. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu as décidé de faire avec. Transformer une chute en partie du chemin, c'est avoir le courage de te regarder sans jugement, de dire « Oui, j'ai fait une erreur, mais je suis toujours là. Oui, j'ai souffert, mais je ne renonce pas. Oui, j'ai perdu, mais je ne suis pas fini. » Parce que tant que tu continues à respirer, tu as toujours la capacité de changer, de réparer, de reconstruire. Et cela vaut plus que n'importe quel faux pas. Arrête de te parler comme si tu étais brisé pour toujours. Arrête de répéter à ton esprit cette histoire de défaite qui ne te sert plus. Change le scénario. Utilise chaque blessure comme un élan, chaque erreur comme un rappel, chaque chute comme une fondation. Parce que les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne sont jamais tombées. Ce sont celles qui ont appris à tomber avec dignité et à se relever avec direction. Ce qui semble aujourd'hui être ta fin peut être le chapitre le plus puissant de ton histoire si tu décides de le raconter différemment. Non pas à partir de la victimisation, mais à partir de la croissance. Non pas à partir de la honte, mais à partir de la transformation. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'éviter la douleur. Il est de la transformer en quelque chose d'utile, en quelque chose qui te renforce, qui t'ouvre les yeux, qui affine ton caractère. Alors, si tu es tombé, relève-toi. Mais ne te relève pas de la même façon. Relève-toi avec plus de clarté, avec plus de fermeté, avec plus de vérité. Parce que maintenant tu sais à quel point il est douloureux de te perdre. Et cette conscience sera ton plus grand guide pour ne plus te trahir. Tu n'es pas ta chute, tu es ta capacité à te relever. Et ce pouvoir, personne ne peut te le prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.